Bonsoir à tous. C'est un document exceptionnel que Temps Présent a choisi de vous montrer ce soir. Et pardon pour ce changement de programmation de dernière minute. Un document brut qui vient d'être enregistré. Il s'agit de la première interview de Natascha Kampusch, cette jeune Autrichienne qui a été séquestrée pendant 8 longues années. On imagine la pression médiatique qui a pesé sur les épaules de la jeune femme, aujourd'hui âgée de 18 ans, depuis sa fuite le 23 août dernier et le suicide de son ravisseur. Natascha a tout de suite demandé aux médias de préserver son intimité et de lui laisser le temps de reprendre pied dans la réalité. Il ne lui a fallu que 2 semaines pour le faire. À Temps Présent, nous aimons enquêter, révéler, chercher des explications en profondeur pour vous apporter une valeur ajoutée à l'information quotidienne. Cette fois, exceptionnellement, le témoignage de Natascha, nous vous le livrons tel que nous l'avons reçu de nos collègues autrichiens. Natascha a posé 2 conditions pour cet entretien: que son médecin personnel assiste à l'entretien et que ne soit pas abordée la question des relations intimes avec son ravisseur. Ce document que nous avons précédé d'un petit résumé de cette affaire, le voici. Nous sommes le 2 mars 1998. Natascha Kampusch est une petite fille de 10 ans de la banlieue de Vienne. Comme toutes les petites filles autrichiennes de son âge, elle est sur le chemin de son école. 10 ans seulement, mais sa vie de petite fille ordinaire va s'arrêter ce matin-là. Des témoins de la scène raconteront avoir vu une camionnette blanche s'arrêter et un homme forcer Natascha à grimper. Submergée d'émotions, l'Autriche se rappelle l'affaire Dutroux en Belgique et se met alors en chasse. La police est bombardée de témoignages, de pistes qu'il faut suivre et vérifier une à une. Ainsi, tous les propriétaires de fourgonnettes blanches, près de 700, sont contrôlés. Tous en apparence ont un alibi. Le ravisseur lui-même sera interrogé, mais la police ne sait pas qu'elle est à 2 doigts d'aboutir. Les parents de Natascha sont eux aussi pris dans la tempête. Ils sont séparés et on leur reproche d'avoir mené la vie dure à Natascha. Et si c'était une fugue? Pour les parents, le doute et la culpabilité s'ajoutent à la douleur. Chère Natascha, je t'en prie de tout cœur, reviens. Même si tu ne peux pas, qui que vous soyez, vous qui détenez Natascha, rendez-la nous. Laissez-la rentrer chez nous. Je ne me sens pas fautive, mais notre relation changera quand je pourrai à nouveau prendre mon enfant dans les bras. Nous repartirons sur de nouvelles bases. Les mois passent, puis les années, 8 longues années. L'Autriche s'habitue lentement à l'idée qu'on trouvera peut-être un jour le cadavre de Natascha. Comme pour s'accrocher à un dernier espoir, on tente d'imaginer le visage que pourrait avoir Natascha si elle était encore en vie. 23 août 2006, 8 ans plus tard, coup de tonnerre dans ce petit commissariat de Vienne. Hier, à 1h30, j'étais ici dans cette pièce. Mes 2 collègues sont allés chercher Natascha sur le lieu où elle avait été retrouvée. Ils sont entrés ici avec elle. Natascha avait une couverture sur la tête parce qu'elle ne voulait pas être reconnue. Coup de tonnerre aussi dans la vie de la policière Sabine Freudenberger, la première à parler avec Natascha, qui vient de s'enfuir. Je lui ai demandé de s'asseoir en face de moi. On s'est présenté. Je m'appelle Sabine, elle Natascha. Elle était assez volubile. Elle tremblait. Elle était blanche comme un linge. Elle avait une petite robe. Je lui ai passé ma veste de gendarme. Natascha raconte alors son incroyable calvaire, tandis que les policiers entrent en force dans la maison de Strasshof, où Natascha a été séquestrée et d'où elle vient enfin de s'enfuir, à 17 km seulement de chez elle, du lieu où elle était kidnappée. Du garage de la maison, on accède au sous-sol par un ingénieux système de cage souterraine, complètement invisible. Et c'est ici que Natascha a passé 8 ans de réclusion, condamnée à brûler sa jeunesse dans cette cellule minuscule et insonorisée. Entre ces 4 murs, son geôlier ne lui autorise que de rares activités, télévision, radio et lecture, beaucoup de lecture.
Son geôlier s'appelle Wolfgang Priklopil, il a 44 ans, il est célibataire et solitaire. Une nouvelle chasse à l'homme est ouverte. Le soir du même jour, il met un terme lui-même à cette chasse en se jetant sous un train. Curieusement, à l'annonce de cette nouvelle, Natacha confie à Sabine, la policière, une sorte de tristesse. Il incarnait pour elle une figure paternelle. Au début, il contrôlait tout, en particulier la possibilité de se laver, de se brosser les dents, de se laver les mains. Elle était très préoccupée par l'hygiène. Avez-vous l'impression qu'elle a été abusée, qu'il y a eu abus sexuel? À mon avis, oui. Mais ce n'est pas clair pour elle. Ce n'est pas clair pour elle. Elle faisait tout de son plein gré, m'a-t-elle dit. Alors que ses parents se réjouissent de la revoir enfin, Natacha ne les reçoit qu'une seule fois, ce qui suscite de nouvelles questions. Elle se tient à l'écart des médias et réclame de leur part de la pudeur. Entourée de psychologues et d'experts qui la protègent, Natacha fait savoir qu'elle racontera son histoire en temps voulu. Par écrit, elle lâche quelques bribes d'informations qui dessinent une relation complexe avec son ravisseur, faite de domination mais aussi d'affection mutuelle. 2 semaines seulement après sa fuite, la jeune fille a décidé que le temps de montrer son visage et d'affronter les questions était venu. C'est incroyable que vous soyez assise ici maintenant, Madame Kampusch. Comment allez-vous? Oui, relativement bien étant donné les circonstances. Vous êtes libre maintenant depuis 2 semaines. Comment vivez-vous cette nouvelle liberté? Que faites-vous de votre temps? D'abord, je me repose de l'effort qu'il m'a fallu faire pour fuir. Je veux me détendre, téléphoner à mes parents. Hier et avant-hier, j'ai rencontré ma mère. Comment s'est passée votre première rencontre avec vos parents? Ce qui était bizarre, c'est que mes parents et tous les membres de la famille ont plus pleuré que moi. Ils ont pleuré et ils m'ont embrassée et serrée dans les bras. Je sais pas. C'était un peu trop. Oui, cela m'a un peu stressée. Je me suis sentie un peu étouffée. Les policiers n'y comprenaient rien. C'était comme si on m'écrasait. Vous avez besoin de temps pour réaliser tout cela. Oui, oui, bien sûr, parce que... Pas tellement pour moi. Ce sont plutôt les policiers. Parce qu'ils m'ont raconté que quelques jours avant ma fuite, ils avaient encore demandé une autorisation pour creuser, pour chercher mon cadavre. Et ils avaient déjà presque perdu espoir. Mais il faut que je vous dise, ma mère n'a jamais perdu l'espoir que je sois encore en vie. Est-ce que vous lisez ce qui est écrit sur vous, sur l'affaire Natacha Kampusch dans les journaux? Je ne veux pas me surcharger avec toutes ces calomnies, toutes ces diffamations et toutes ces humiliations. C'est trop. De toute façon, je ne pourrais pas lire tous les journaux. J'ai tellement à faire, les examens médicaux, les discussions, toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Eh bien, des choses comme... Des choses qui ne correspondent pas à la vérité, les abus. Ce qui m'énerve, ce sont ces photos de mon cachot. Parce que ça ne regarde personne. Je ne vais pas regarder dans les salons et les chambres à coucher des gens. Pourquoi regarderait-il ma chambre dans le journal? C'est déjà une atteinte à la personnalité et je crois que ça ne regarde personne. Vous avez dit « mon cachot ». C'est vrai, c'est ma chambre. Mais quand même, cachot, ça sonne mieux. Et cela y ressemblait. C'était vraiment sous terre et il n'y a pas d'autre mot pour exprimer cela.
Madame Kampusch, voulez-vous nous raconter ce qui s'est passé le matin du 2 mars 1998? Oui. En fait, je me suis levée le matin. Je ne soupçonnais pas ce qui allait m'arriver. J'étais très triste. La veille, on s'est disputé avec ma mère parce que mon père m'avait ramené trop tard à la maison. Ça s'était déjà produit auparavant. Ma mère était surtout fâchée contre mon père, mais aussi contre moi. Et j'en étais très triste. Ce n'était pas la première dispute à ce sujet. La dispute a été mal racontée par les médias. Ils ont dit que ma mère m'avait donné une claque. Tout cela n'est pas vrai. En tout cas, pas comme cela a été relaté dans les médias. J'étais triste. Avant de quitter la maison, j'ai pensé à ma mère. Elle disait qu'il ne fallait jamais se séparer en mauvais termes. Il faut toujours se réconcilier au cas où il arrive quelque chose et que l'on ne se revoit pas. Ce qui a failli arriver. Sur le pas de la porte, je me suis dit qu'il ne m'était jamais rien arrivé jusqu'ici. Alors je n'avais pas de raison de me réconcilier maintenant avec ma mère. Et j'ai pris le chemin de l'école jusqu'à cette... comment s'appelle cette rue? Mollargasse? Melangasse, exactement, Melangasse. Donc jusqu'à la Melangasse. À quelques mètres de là, je l'ai vu debout à côté de sa voiture. J'ai pensé changer de trottoir. Je ne sais pas, c'était instinctif. Je supposais... Je ne sais pas. C'était... Avec ce qu'on entend sur ces voleurs d'enfants à l'école, j'ai pensé que cela était dû à mon humeur sombre. J'avais comme une boule dans le ventre. J'ai pensé qu'il n'allait pas me mordre et j'ai continué. Et il m'a attrapée. J'ai essayé de crier, mais je n'ai pas pu. Aucun son n'est sorti. Oui. Vous a-t-il dit quelque chose? Vous a-t-il parlé lorsqu'il vous a attrapé? Pendant qu'il démarrait, il a dit qu'il ne m'arriverait rien si je faisais ce qu'il me disait et que je devais rester calme. Il m'a dit de ne pas bouger. Et après quelques minutes, il m'a dit qu'en fait, il s'agissait d'un enlèvement. Et que si mes parents payaient, je pourrais rentrer chez moi le jour même. Ou le lendemain. Avez-vous reconnu la route? Vous deviez être terriblement angoissé. Dès le départ, à part les pires craintes sur ce qu'il pouvait faire de moi, je n'ai eu aucune peur. Au contraire, je me disais, il te tuera de toute façon. Alors mets à profit tes dernières heures, tes dernières minutes pour essayer de faire quelque chose. Pour essayer de fuir ou pour lui parler ou... Vous lui avez parlé? Oui, je lui ai dit que ça ne servait à rien, que le mal ne profite jamais et que la police l'attrapera de toute façon. Comment ça s'est passé dans la maison? À la maison. Voulez-vous nous en parler? Oui, à la maison,
J'ai pensé que peut-être que je pourrais reconnaître des détails de la maison, que je pourrais reconnaître quelque chose pour pouvoir le dire plus tard à la police. À ce moment-là, j'étais encore convaincue que la police allait me retrouver et me libérer, et que tout finirait bien. Voulez-vous dire ce que cela vous a fait quand vous avez vu la cave pour la première fois? Oui, en fait, la première fois, je n'ai pas vu la cave, parce qu'elle était plongée dans le noir. Il n'y avait pas de lampe. Il ne l'a amenée qu'après quelques minutes, ou je ne sais pas, après une demi-heure. Vous étiez dans l'obscurité la plus totale? Oui, tout à fait. J'étais désespérée et très furieuse. J'étais fâchée contre moi-même de ne pas avoir changé de trottoir ou de ne pas avoir été à l'école en voiture avec ma mère. C'était... Oui. Oui, c'était affreux. Voulez-vous nous raconter? Cette impuissance aussi. Je pleurais d'impuissance parce que je ne pouvais rien faire. Voulez-vous nous parler du silence qui régnait là en bas? Comment l'avez-vous ressenti à l'époque? Vous étiez une fillette de 10 ans? Il y avait un ventilateur. Vous voulez dire au cours des premières minutes? Oui, aussi plus tard. Il y avait un ventilateur. Au début, j'avais de la peine à supporter le bruit incessant du ventilateur. Ça m'énervait tellement, c'était affreux. J'en suis presque arrivée à un état de claustrophobie. Dans cette petite pièce, je tapais contre les murs avec des bouteilles d'eau ou avec mes poings. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour que quelqu'un puisse m'entendre. C'était affreux et s'il ne m'avait pas fait monter dans la maison pour que j'aie un peu plus de liberté de mouvement, je serais peut-être devenue folle. Pouvez-vous vous rappeler quand ce moment est arrivé? Quand vous a-t-il fait monter dans la maison? Était-ce après des années ou... Non, c'était après 6 mois. J'avais le droit de monter pour me laver, pour prendre un bain dans la salle de bain. Mais pendant 6 mois, vous n'étiez que dans la cave? Oui. Étiez-vous informé sur ce qui se passait dans le monde? Qu'avez-vous entendu? Au début, presque rien. Pendant les 2 premières années, je n'ai pas eu le droit de voir les nouvelles. Il pensait que peut-être on parlerait de moi, que ça pourrait m'énerver. Je ne sais pas quelles étaient ses raisons, pourquoi il ne me laissait pas voir les nouvelles. Après 2 ans, vous avez reçu une radio. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Eh bien, après 2 ans, j'ai entendu les nouvelles à l'ORF. Pas que je veuille vous faire de la publicité. Pour les journaux, au début, je ne recevais que des hebdomadaires. Mais après, j'ai eu le droit de lire les quotidiens. Il les lisait et je les lisais. Ensuite, il feuilletait chaque page pour voir si je n'y avais rien inscrit. C'était sa parano. De toute façon, il a toujours tout contrôlé et examiné. Il vérifiait que je n'écrive aucun message. Je ne sais pas. Il était très parano. Vous avez écrit qu'il vous portait à bout de bras et vous foulait aux pieds. Oui. Mais que vous étiez aussi forte que lui. En fait, je trouve que j'étais plus forte que lui. Dans quelle mesure? Il avait une personnalité fragile. Moi, avant, j'avais un environnement social très sain. Une famille qui, même si elle n'était pas forcément heureuse, était très aimante. Mes 2 parents m'ont toujours dit de manière très sincère qu'ils m'aimaient beaucoup.
Lui, il n'avait pas cela. Il lui manquait cette confiance, quelque chose comme ça. Cette sécurité, ça lui manquait. C'est au fil du temps que vous en êtes devenue consciente? J'en étais consciente quelques heures après mon enlèvement. J'étais consciente qu'il lui manquait quelque chose, qu'il avait un déficit. Avez-vous fêté votre anniversaire, Noël, Pâques, les grandes fêtes pour les jeunes? Oui, j'ai fêté mon anniversaire, Noël et Pâques. Les avez-vous fêtés aussi avec M. Priklopil? Oui, bien sûr que je les ai fêtés avec M. Priklopil. Je l'ai forcé à les fêter avec moi. Il m'a donné beaucoup de cadeaux. Des œufs de Pâques ou des cadeaux de Noël. Finalement, c'était juste. Les autres enfants et les autres jeunes peuvent s'acheter des choses. Mais moi, je ne pouvais évidemment rien m'acheter là-bas. Et il pensait qu'il pouvait de cette façon me donner une compensation, une égalité de droit avec les gens qui sont dehors, dans la vie normale. C'est très intéressant ce que vous dites. Pensez-vous qu'il avait mauvaise conscience? Oui, bien sûr, très mauvaise conscience. En fait, il y avait une grande ambivalence. Je crois qu'il avait une très mauvaise conscience, mais il essayait massivement de le nier, de le refouler. Et c'est ce qui prouve en quelque sorte qu'il avait mauvaise conscience. Vous n'étiez pas toujours seul dans la maison. La mère de M. Priklopil venait souvent. Vous vous en rendiez compte? Comment le saviez-vous? Je le savais parce qu'il en parlait avant que sa mère arrive. Et après, la maison était parfaitement propre, nettoyée. Parfois, elle apportait des choses, des plats cuisinés. Donc, je m'en rendais compte. Vous avez dit auparavant qu'il voulait cacher les informations concernant votre recherche. Oui. Vous ne saviez rien de toutes les enquêtes et recherches à votre sujet? Plus tard, oui. Parce que je lui disais que ce n'était pas juste de me refuser les informations qui me concernaient. Vous a-t-il parlé de vos parents? Oui. Je veux dire, comment il réagissait? Vous a-t-il mise sous pression? Non. Il disait que mes parents ne s'occupaient pas de moi et ne me recherchaient pas. Et plus tard, il disait que mes parents avaient fait de la prison. Et j'ai appris que c'était vrai parce qu'à l'époque, ils soupçonnaient beaucoup de gens. Ils ont fait de la prison préventive. Il me l'a raconté, mais il décrivait la scène de façon exagérée. Bien sûr, je savais que ce n'était pas le cas, que mes parents n'étaient pas en tôle. Vous ne l'avez pas cru? Non. Natacha Kampusch, vous avez régulièrement quitté la maison avec M. Priklopil. Oui. Comment était-ce? Comment se comportait-il? Il était très prudent. Il ne m'a pas quitté d'une semelle. Il paniquait à chaque fois que je m'éloignais de 3 cm de lui. Il voulait toujours que je marche devant lui, jamais derrière, pour qu'il puisse toujours m'avoir à l'œil. Alors je ne pouvais me confier à personne, parce qu'il me menaçait de faire du mal aux personnes à qui je parlerais, qu'il les assassinerait, qu'il éliminerait tout complice. Et je ne pouvais pas prendre ce risque. Et comment ça se passait pour vous? Vous rencontriez beaucoup de gens? Oui. Beaucoup? Oui, bien Quelques-uns? Vous les avez regardés dans les yeux? Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de personnes à qui j'ai essayé de faire un signe. Il y avait beaucoup d'occasions où, en fait, on aurait dû... Mais bien sûr, les gens n'y pensent pas sur le moment. L'idée ne leur viendrait même pas. Par exemple, j'ai lu dans un journal que cet homme
D'ailleurs, c'est vrai. Parce que je me souviens parfaitement de cet événement. Bon, bien sûr, plein de choses ne sont pas vraies. J'ai lu qu'en Haute-Autriche, Mais ce n'était pas en Haute-Autriche. mais vous étiez vraiment dans un magasin et vous avez essayé de prendre contact avec un vendeur? Oui, avec beaucoup de gens. Mais en général, je n'y arrivais pas. En fait, il n'y avait pas assez de temps pour que je leur explique. Et si j'avais dit la moindre chose, ils seraient immédiatement intervenus et m'auraient emmené. Ou même si cela avait été trop tard, il aurait assassiné la personne ou m'aurait tué ou autre chose. Je devais toujours... Oui, c'était affreux. Mais lorsque... Vous m'avez fait perdre le fil de mon idée. De quoi parlions-nous avant? On parlait de ça. Oui, mais que disiez-vous exactement? Vous aviez rencontré des personnes. Ah oui, exactement. Et qu'est-ce qui se passait quand vous les regardiez dans les yeux? Les sympathiques vendeurs dans le bricoloisir qui disent par exemple « Puis-je vous aider ?» Et je me tiens devant eux paniquée, avec le cœur qui bat la chamade. Et je n'arrive pas à bouger. Et lui, il renvoie les vendeurs et je ne peux rien faire. Je ne peux que sourire au vendeur qui était si gentil. Il ne pouvait pas savoir et... Oui. J'ai toujours essayé de sourire comme je souriais sur les photos, pour que les gens se rappellent de ma photo. Parce que sur les photos, on sourit presque toujours. Oui, et au début, je ne supportais pas tellement les gens. Je n'y étais plus habituée. Il y a tellement de personnes de mauvaise humeur ou hostiles, ce qui est parfois désagréable. Et j'ai une question. Si vous ne voulez pas y répondre, arrêtez-moi tout de suite. C'est simplement pour comprendre. Cette relation avec M. Priklopil, qui d'un côté vous surveillait totalement, Oui, qui vous contrôlait, qui vous avait enlevé, oui. quelle était sa personnalité? Comment était-il? Vous étiez avec lui tous les jours, obligé de l'être. Parfois, il suggérait de quelle façon je pourrais le tromper et m'enfuir. Ça lui venait dans le cadre de sa parano. C'était presque comme s'il faisait exprès, comme s'il souhaitait qu'un jour je sois libre, que les choses tournent mal, que la justice gagne en quelque sorte. Qu'est-ce qui était différent le jour de votre fuite? Vous vous sentiez toujours menacé, n'est-ce pas? Je savais que si je ne m'enfuyais pas à ce moment-là, je ne pourrais peut-être plus jamais le faire. J'ai regardé. Il regardait ailleurs. Au cours des mois précédents, je lui avais déjà dit que je ne pouvais plus vivre comme ça, que j'allais certainement tenter de m'enfuir. Et je me disais, si ce n'est pas maintenant, j'avais aussi un terrible souci, le souci de détruire les illusions de sa mère, de ses amis proches, ses voisins, ses connaissances, parce que finalement, vous savez, en quelque sorte, il était le type sympa, toujours prêt à aider les autres, toujours aimable, toujours correct. Je ne voulais pas faire ça à sa mère, qu'elle connaisse ce côté sombre de son fils. Parce que je percevais bien qu'elle avait une très bonne relation avec son fils, qu'elle l'aimait beaucoup et qu'il le lui rendait bien. Beaucoup. Et même maintenant, je suis terriblement désolée pour Madame Priklopil. Que cette image soit détruite maintenant. Ce jour-là, elle a perdu sa foi en la vie et sa foi en son fils et aussi son fils.
Et M. Priklopil, ce jour-là, en fait, j'étais parfaitement consciente que lorsque j'ai pris la fuite, je le condamnais à mort. Parce qu'il m'a toujours menacé de se suicider. Indirectement, il a fait de moi, du monsieur qui l'a conduit à la gare, ainsi que du conducteur de train, des meurtriers. Comment avez-vous appris au cours de ces 8 années à supporter la solitude? En fait, je n'étais pas seule. Dans mon cœur, il y avait ma famille, mes souvenirs heureux qui étaient toujours avec moi. Et un jour, je me suis juré que je grandirais pour devenir plus forte et plus résistante afin de me libérer. En fait, j'ai conclu un pacte avec mon futur moi. Un jour, il viendrait pour délivrer cette petite fille de 12 ans. Cela a-t-il toujours été votre rêve pendant ces 8 années? De quoi rêviez-vous en fait? En fait, j'avais plutôt des pensées concernant tout ce que j'avais raté. Le premier copain, toutes sortes de choses. J'ai toujours essayé d'être meilleure que les gens au dehors, ou au moins d'être leur égal. Surtout en ce qui concerne les études. J'avais toujours le sentiment d'avoir un grand déficit, un manque, et je voulais en quelque sorte compenser. C'est pourquoi j'ai essayé d'acquérir des connaissances et de me former moi-même. J'ai appris toute seule à tricoter. Maintenant, vous pouvez laisser libre cours à vos rêves? Oui. Quels sont vos rêves? Eh bien, alors on en revient aux rêves. Voulez-vous voir le monde? Oui, j'aimerais voyager. Je veux voyager. Je pensais par exemple à une croisière en famille. Aussi, je me réjouis déjà, si je réussis ma maturité, du voyage d'études. Mais bien sûr sans alcool et sans folie. Un beau voyage. Pas un voyage débridé. Plutôt quelque chose de beau. La mer, la plage, le soleil? Oui, quelque chose comme ça. Avez-vous une destination préférée? Oui. Non. Mais c'est étonnant. Au cours des derniers jours, j'ai constaté que mes sœurs et moi avons beaucoup de points communs. Nous avons beaucoup de qualités, de souhaits communs. C'est bizarre, au poste de police, j'ai dit à ma sœur lorsque je l'ai revue la première fois que je voulais un jour prendre le train pour Berlin. Elle m'a répondu qu'elle n'avait jamais fait ce voyage parce que mon autre sœur ne voulait pas l'accompagner. Et elle m'a dit, maintenant que tu es là, nous pourrons voyager ensemble. À Berlin? Oui. Madame Kampusch, je vous remercie très sincèrement pour cette discussion. J'ai été très heureux de vous connaître. Restez aussi forte que vous l'êtes. Merci. Merci. Natasha Kampusch a créé une fondation qui porte son nom. Le produit de la vente de ses interviews sera consacré à lutter contre la faim dans le monde et la violence faite aux femmes et aux enfants. Docteur Gisela Perrenklingler, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute pour enfants et adolescents. Vous êtes également une experte, on dira, des problèmes liés à la détention et à la torture. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle impression vous a fait Natasha dans cette interview? Bon, pour moi, c'était un peu comme le retour des enfers. On voit dans cette femme, jeune femme, qui me donne quand même aussi une impression de petite fille encore, qu'il y a deux côtés qui me paraissent très typiques. Il y a un côté où il y a sa capacité de résistance, sa résilience, comme on dit, qui lui a permis finalement de s'enfuir, qui lui a permis de tenir le coup avec tout ce qu'elle a raconté.
Et de l'autre côté, il y a ce côté blessé, défait, où je perçois beaucoup de manque, je dirais, d'une adolescente où il n'y a pas le savoir-faire ni les capacités sociales que devrait avoir une adolescente. Par exemple, quand elle dit « j'ai manqué mon premier amour », c'est posé pour beaucoup plus de choses que ça. Alors la voix, par exemple, cligner des yeux ou fermer les yeux, souvent, comment vous l'interprétez? Alors, je pense que la voix, elle est très monotone. Et aussi, l'expression visuelle est très monotone, ce qui me dit beaucoup comme psychiatre. Et en allemand, on a dit qu'elle fermait les yeux à cause de la lumière. Moi, je pense que c'est vraiment... Elle fermait les yeux pour pouvoir retourner vers elle, comme pour se remettre dans son... je dirais dans sa carcasse, où elle sent très peu. Parce que quand elle est émotionnelle, elle ouvre les yeux et pour pouvoir les contenir, elle referme les yeux et elle se retire un tout petit peu. Donc, en ce sens-là, bon, nous, on parle de dissociation, c'est-à-dire elle se protège dans cette carcasse pour ne pas être inondée de ces émotions qui sont là, on la voit à plusieurs reprises. Alors je pense que beaucoup de gens ont été frappés par l'espèce de sentiment de culpabilité qui se dégage d'elle. C'est quand même assez fou. D'un côté, elle a l'air presque de s'accuser de la mort de son bourreau, de son tortionnaire. On dirait aussi qu'elle a plus de compassion pour la maman de Wolfgang que pour elle-même. Comment vous l'expliquez? Bon, je pense que ça c'est dans le jeu entre cette impuissance complète dont elle parle quelque part, plusieurs endroits, et puis la contrepartie qui est l'omnipuissance. Qu'elle montre, par exemple, quand elle parle de qu'elle veut aider les femmes violées du Mexique, etc., etc., les enfants qui ont faim, où elle a un programme de toute une ONG immense. Ça, c'est l'omnipuissance. Et quand on se rend coupable de quelque chose, on est aussi responsable, c'est-à-dire on a eu une activité, on n'a pas été soumis seulement à la passivité. Et peut-être c'est mieux de se sentir coupable que de se sentir complètement impuissant. Et ce sera peut-être le travail justement de psychothérapeute à long terme de pouvoir équilibrer ça d'une autre manière pour qu'elle puisse aussi voir son côté très impuissant. Alors parlons-en de ce travail de psychothérapeute. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra se reconstruire? Est-ce qu'elle pourra à nouveau mener une vie normale? Et quel travail devra-t-elle accomplir sur elle-même? Moi je pense que cette fille, je dis fille, c'est pas une femme pour moi encore, mais que cette jeune femme, elle est déjà en train de montrer ce qu'on appelle la croissance post-traumatique, avec cette prise de responsabilité pour le monde actuel. Ça, c'est une partie. Et je pense qu'elle pourra se construire, je ne dirais pas reconstruire, parce qu'il y a une partie de sa vie qui lui manque, qu'elle ne pourra jamais rattraper complètement, parce qu'il lui manque 8 ans, mais elle pourra construire sur ces expériences-là pour devenir une femme adulte, responsable, et puis pour une vie pleine. Elle sera marquée tout de même pour toute sa vie, comme nous tous d'ailleurs, par notre vie. J'ai envie de vous demander, que pensez-vous du rôle des médias dans cette affaire, positif ou négatif? Moi je pense que c'est une affaire où une fois on peut parler du rôle positif des médias. Bon, tout d'abord, la fille, elle s'est sentie positive parce que c'est à travers les médias qu'elle a su ce qui se passait dans le monde. Mais je pense aussi que le journaliste Wolfgang Feuerstein, Christoph Feuerstein, il a vraiment fait un travail très responsable, avec beaucoup de respect pour cette femme, cette jeune femme, pour sa famille aussi. Il n'a pas posé trop de questions et en même temps, il lui a permis de sortir au public, ce qui est très important pour presque toutes les victimes qui ont passé par quelque chose de terrible. Faire une histoire de ce qui s'est passé pour eux, c'est peut-être un premier pas pour une guérison. Et en ce sens-là, je pense que ici, cette fois-ci, les médias ont vraiment eu un bon effet. Docteur, je vous remercie.